Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture sur notre Terre ou ailleurs, puisqu'aujourd'hui on va voyager entre les dimensions, entre les univers parallèles, n'est-ce pas, avec la série His Dark Materials, adaptée de la saga de romans À la croisée des mondes, signée Philippe Pullman. On vous en avait déjà parlé ce printemps, cette fois-ci on vous parle de la saison 2, disponible sur OCS chez nous, avec du coup Chloé. Comment ça va Chloé ? Eh bah ça va super. Moi vous savez que de toute façon dès que je peux parler du multivers de His Dark Materials, je suis contente, je saute comme une puce absolument partout. Donc votre humble servitrice aujourd'hui va continuer à vous rabattre les oreilles sur le sujet. Fantastique, et nous avons Gabin. Comment ça va Gabin, de l'autre côté de la porte, de l'autre côté du portail ? Eh bah écoute, ça va très bien. De l'autre côté du portail, pour l'instant j'ai un peu du mal à l'ouvrir, je te l'avoue. J'avais très hâte de découvrir la saison 2 de la série, donc on va en parler aujourd'hui, c'est magnifique. Très bien, alors je vous laisse deviner qui porte la dague et qui porte l'alétiomètre autour de ce plateau virtuel. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux évidemment, nous suivre sur Twitch, également retrouver nos critiques, nos différents contenus sur YouTube, suivre nos annonces sur Twitter et rejoindre notre communauté sur Discord. À la croisée des mondes, His Dark Materials saison 2, c'est la critique, c'est parti. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Chloé, que nous dit ton alétiomètre cette fois ? Alors, mon alétiomètre, il nous dit que après une saison d'aventure, de nounours, de fraîcheur, vraiment au sens propre du terme, les deux personnages principaux de la saga, Lyra et Will, vont se rencontrer dans l'étrange Cittàgazze, où aucun adulte ne peut véritablement survivre, on sait pas trop pourquoi. Lyra cherche à comprendre la véritable nature de la poussière, de son côté, tandis que Will est bien déterminé à retrouver son père. Commence ainsi une véritable course aux réponses, tandis qu'une étrange prophétie concernant la fillette menace le bon déroulé de sa quête. Alors cette deuxième saison de His Dark Materials retrace donc les événements du second tome de la saga qui s'intitulait La Tour des Anges. On me chuchote dans l'oreillette que c'est ton préféré sur les 3 tomes. J'imagine que tu devais être ravi de retrouver une de tes œuvres favorites. Alors oui, parce que c'est vraiment le roman qui a fait battre mon Kokoro le plus en absolu. Le 1, vraiment pour moi, c'est une introduction à ce qui vient après, et le 2, ça a été la découverte et l'explosion d'un univers. Toutefois, je dois dire que la saison 2 de His Dark Materials, elle m'a laissé un petit peu mitigée, même si je l'attendais beaucoup. Très rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison 1, la protagoniste c'est Lyra Bellacqua, une orpheline qui vit dans Jordan College. Un jour, un de ses amis est enlevé par ce que l'on appelle les enfourneurs, et elle va retrouver son ami, et elle va devoir aller dans le nord pour ce faire, où elle va découvrir d'étranges mystères liés à la poussière. Donc la saison 2, elle reprend directement où la saison 1, elle s'est arrêtée. Lyra, elle traverse un passage dans le ciel, et elle se retrouve dans un nouveau monde. Il y a quand même beaucoup de points positifs dans cette nouvelle saison. Le casting, pour moi, il est super. On retrouve Daphne Keane, qu'on avait eu dans The Refugees et dans Logan, où on l'avait vraiment découverte. Russ Wilson, dans Luther et The Affair. Gros Kokoro, gros big up à Russ, c'est vraiment best personnage. James McAvoy revient, on le présente plus, mais on va pas beaucoup le voir. Après, on a Andrew Scott, qui va être un peu plus à la vedette, lui qu'on connaît bien pour Sherlock, et puis pour Fleabag, bordel. On va avoir Ariane Bakare, qui doit être le petit préféré de Karel, je crois, on avait parlé hors antenne, qu'on avait vu dans Good Omens et Carnival Row. Et Lin-Manuel Miranda, qu'on connaît pour la BO de Vaiana. Donc franchement, on a beaucoup de très belles têtes, pas nécessairement des gros acteurs de blockbusters hyper connus, mais on va avoir, selon moi, un très bon jeu d'acteurs, très fidèle à ce qui voulait être raconté dans les romans. La photographie, pour moi, elle est juste majestueuse. On évolue beaucoup par rapport à la saison 1. On va avoir des plans très symétriques qui véhiculent énormément de symbolique. On va avoir un jeu de lumière qui est franchement top et qui reflète bien le traitement de la religion dans l'œuvre. On a une bonne gestion de la CGI au niveau des démons, même si c'est parfois un peu trop utilisé pour certains paysages. Après, on voit qu'il y a eu des progrès et ça se regarde quand même pas trop mal. Et moi, ce que j'apprécie vraiment dans cette saison 2, c'est la grande fidélité au roman, du moins dans la première partie. Parce que pour une adaptation, ils vont utiliser des tricks qui sont assez intéressants, mais sans prendre nécessairement trop de liberté par rapport au récit. Et on va vraiment se retrouver avec une histoire qui est adaptée au goût du jour, plus que quelque chose qui est totalement retravaillé. Par contre, il y a un gros problème sur cette saison 2, l'histoire se perd. Vraiment, pour faire le parallèle, dans un roman, on évolue par chapitre. Donc le chapitre, il va suivre un ou plusieurs personnages qui vont aller d'un point A à un point B, qui vont compléter l'action, et à la fin du chapitre, soit on va avoir un autre chapitre qui parle d'eux, soit on va passer à d'autres personnages, mais on va vraiment avoir des tranches qui sont relativement longues et qui conduisent les personnages quelque part.
Là, on va avoir énormément de plans décousus qui vont se séquencer les uns après les autres. On sait pas trop d'où ils sortent, pourquoi est-ce qu'ils sont là, et ça crée un énorme problème de rythme, et le spectateur, il sait plus où donner de la tête en fait au bout d'un moment. Parfois, pendant 2 épisodes, on voit pas un personnage, et puis il revient 3 épisodes plus tard, et tu te dis mais en fait qu'est-ce qui s'était passé lui sur sa storyline? C'est vraiment très décousu. Donc gros découpage de masse, grosse confusion, ça nous fait une Game of Thrones mais mal réalisée à mon sens, et je sais pas, pour moi certains plans méritaient peut-être d'être un peu plus regroupés, ou d'être un peu plus longs pour enrichir le contexte. Je sais pas si c'est lié à la pandémie, je sais que la saison 2 a été un petit peu rushée, mais en tout cas le montage à mon sens est une catastrophe, en tout cas sur le long terme. Donc on comprend bien que le séquençage t'a posé problème, et du coup est-ce qu'en termes d'adaptation, est-ce qu'il y a un traitement particulier qui a été apporté, ou est-ce qu'on se retrouve avec un calque du livre pour les nostalgiques? Par exemple la saison 1 c'était pas mal distingué par rapport au film, est-ce que c'est le cas pour la saison 2? Est-ce qu'il y a des partis pris peut-être un peu plus tranchés? Alors, il n'y a pas vraiment de comparatif pour la saison 2 parce que le film, il reprenait que les événements du premier tome, donc la saison 1. Un élément aussi qui est super important, c'est que le second roman de la saga à la croisée des mondes, il est beaucoup plus contemplatif que le premier. Les moments d'action, ils sont assez rares, il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup moins que dans le premier. Et on va surtout approfondir l'histoire des personnages, on va travailler sur leur psychologie, sur leurs relations, on va donner des éléments de contexte sur les univers et comment est-ce qu'ils vont évoluer. Et passer d'un roman d'aventure avec l'expédition dans le Grand Nord de Lyra à un roman beaucoup plus profond dans sa symbolique et son exposition, ça peut créer un peu de mou à la télévision. Donc les scénaristes, ils ont, je pense, pour pallier ce problème, forcé sur des enjeux qui sont certes présents dans les livres, mais qui sont pas capitaux juste pour garder leur audience. Donc forcément, ça finit en queue de poisson car on fait monter le suspense sur une saison entière pour des dénouements qui valent pas vraiment l'attente promise, et les 2 derniers épisodes, ils sont super frustrants, puisqu'on voudrait des réponses à des questions qui ont été posées au début, dont on n'avait pas vraiment besoin d'avoir des réponses parce que c'était pas des questions si importantes que ça, et les réponses elles arrivent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il faut installer ce qui va se passer dans la 3e saison, dans le 3e roman. Donc on se retrouve avec des personnages qui vont se téléporter car il faut accélérer le dénouement. Et la série, elle offre une certaine forme de spectacle avec des gros guillemets, là où elle aurait dû plutôt prendre le temps de bien résoudre ce qui avait été mené dans la 2e saison et pour bien amener la saison 3 par après. Pour autant, le défi il était de taille. Et vous savez sûrement que je préfère largement un challenge à rien du tout. L'écriture de Pullman pour la série, elle est bonne. On voit qu'il a vraiment travaillé avec les scénaristes pour qu'on garde un petit peu l'identité propre de son roman. Et l'atmosphère qui s'en dégage, elle reflète vraiment super bien l'univers tel qu'il est dépeint dans les romans. Pour autant, l'histoire ne s'enlise pas, parce que si on compare avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui sont des romans eux aussi qui avaient été adaptés en série, c'était beaucoup trop fidèle au livre, et en fait au bout de 5 épisodes on n'en peut plus, parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop indigeste. Là, la série, je dirais qu'elle a manqué de soin sur ces 2 derniers épisodes et sur sa conclusion, pour tenter de garder le public au détriment de certains messages qui sont quand même assez importants dans l'œuvre, mais mine de rien, elle nous donne quand même un peu de suspense, elle nous fait voir des beaux personnages, elle nous fait voir des beaux paysages, et je sais bien que c'est difficile de contenter les fans du livre, les spectateurs néophytes, ou le grand public qui est biberonné au blockbuster et au MCU, pas merci Marvel, mais bon, ils ont essayé de faire quelque chose, ça passait bien au début, ça passait moins bien pour moi à la fin. En conclusion, si retrouver Lyra et Will, ça a été un vrai bonheur sur tout le début de la saison, la fin, elle m'a laissé un goût un peu doux amer en bouche. J'ai adoré l'univers, la manière dont il a été exposé et dont il a été créé, tout autant que j'ai été déçue par la façon dont il a été finalement traité et expédié comme une lettre recommandée à la poste, quoi. Donc j'attends tout de même la saison 3 avec impatience, même si la ferveur, elle est un peu moins là. Merci Chloé pour ta critique, je me tourne vers toi Gabin, amateur de séries dans l'éternel. Tu n'étais pas avec nous au moment de livrer le bilan de la première saison. Qu'as-tu pensé de ce 2e chapitre? Moi je voulais revenir très rapidement déjà sur le projet en tant que tel de la série, qui pour moi voulait bien entendu faire oublier l'échec total du film, réalisé par Chris Weitz. Vous savez, ce mec à qui on a refilé Twilight 2 parce que fallait qu'on donne le film à des yes man ou à des gens qui savaient mener des gros budgets, parce que Catherine Hardwicke, elle sait rien faire évidemment. Enfin voilà, c'est une parenthèse. Donc Jack Thorne qui est au scénario de la série, Jack Thorne qui est déjà un peu décrié parce que c'est le mec qui a fait la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, pas forcément aimé par la totalité des fans d'Harry Potter, mais quand même, on avait aussi Tom Hopper, donc réalisateur des Misérables, le Discours d'un roi qui était sur les premiers épisodes, donc ça donnait quand même envie. Et de Cats aussi. Et de Cats, notre meilleur film de 2019 qui a fait naître le coronavirus, évidemment.
Donc ça donnait envie vraiment dès le départ, le casting, comme l'a dit Chloé, Daphne Keane, James McAvoy, Manuel Miranda, voilà aussi ça me vendait du rêve. Donc pour moi ça voulait faire oublier ce film, faire oublier ses erreurs, en abordant peut-être l'histoire de façon plus adulte, plus sombre. Par ça, je parle surtout de la fin du premier film, qui n'est pas du tout la fin du premier roman. Je pense qu'ils ont voulu rester sur un film familial, sur un happy end, et ne pas du tout montrer ce que fait Lord Asriel à la fin de la première saison de la série, le sacrifice qu'il doit faire pour accéder aux autres mondes. Je pense qu'on s'est dit que c'était un peu chaud pour un film familial à l'époque. Donc ça permet de reconsidérer l'histoire et aussi l'œuvre de base dans son intégralité, puisque la série pense déjà l'intégralité des tomes, c'est pas seulement un tome par tome, il y a des éléments qui sont anticipés. Dans la première saison, on avait déjà les autres univers qui étaient introduits très rapidement, et l'introduction de Will aussi, qui est l'autre héros du deuxième tome, qui arrive aussi dès la saison 1. Donc en tant qu'introduction, ça se montrait assez satisfaisant, puisque ça voulait déjà introduire tout l'univers, toute la trilogie. Mais en saison 2, ça retombe complètement pour moi, puisque à force de vouloir à tout prix respecter l'œuvre originelle, on sent que ça tâtonne pour trouver un bon rythme. Ça aussi Chloé l'a très bien dit, il y a un équilibre qui manque entre l'histoire de Lyra et tout ce qui gravite autour d'elle, puisqu'il se passe énormément de choses autour de Lyra, quand même, bien qu'elle soit à la Chitagatse, il se passe pas grand chose à la Chitagatse. Il y a Lyra et Will qui errent un petit peu lentement, on sait pas trop ce qui se passe. Will va retrouver son père, Lyra, elle essaie d'échapper à sa mère, et puis de retrouver Asriel. Et à côté, il y a les sorcières qui se battent contre le Magisterium, il y a Alice Coresby qui essaie de retrouver Lyra, enfin il se passe 36 trucs. Et c'est tellement le foutoir en fait, c'est ce qu'on disait, il y a tellement de choses qui se passent par épisode, c'est tellement cuté sur cuté, on comprend rien. On essaie de nous montrer un peu plus le fonctionnement du Magisterium, donc la grosse entité antagoniste de l'univers. Le Dark Vatican. Voilà, le Dark Vatican, pour peut-être enfin questionner l'autorité, le contrôle religieux, comme le fait Philippe Pullman dans les livres, mais on commence à peine à l'effleurer que, non, en fait, on passe à autre chose, et ça aurait pu donner quelque chose, mais en fait, non. Donc on essaie de donner du temps d'écran à tous ces personnages secondaires. Il y a aussi le docteur Mary Malone, qui est là, qui débarque dans le monde, on sait pas trop ce qu'elle fait, c'est ce que disait Chloé, dans ces derniers épisodes, il y a tellement de choses qui se passent que on n'arrive pas à comprendre tout. Beaucoup de personnages se retrouvent à Chitagatse, et pourtant c'est un décor qui semble être de taille modeste, et aucun ne se croise. Du coup, on comprend rien, il y a des choses qui se passent, ça se passe tellement rapidement qu'on ne comprend pas. Par exemple, Marissa, les spectres. Donc, en somme, c'est dommage que le fond, le scénario ne suive pas, puisque la forme, elle, est attrayante, la photographie est très jolie, on sent que la série a du budget, les décors n'ont de cesse de vouloir souligner la symétrie entre les mondes, mais parfois ça colle pas, visuellement c'est un peu moins attrayant, donc c'est un équilibre à trouver finalement, peut-être en saison 3, je l'espère. À vous entendre, moi j'ai pas lu les livres en l'occurrence, mais effectivement il y a, une forme qui est assez séduisante. On peut remercier le directeur de la photographie et certains chefs décorateurs, il y a des très belles lumières, une très belle colorimétrie sur certains plans. Je vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Chloé, tu souhaitais peut-être rebondir sur justement cet équilibre que la saison 3 pourrait essayer de trouver ? Exactement, ou même déjà de l'équilibre manquant dans la saison 2, c'est qu'on va commencer aussi à aborder tous les sujets théologiques. On va commencer à parler de la prophétie qui concerne Lyra. Je vais pas vous en dire plus si vous avez envie de regarder la série, mais différents personnages de la saison 2 vont avoir des rôles qui sont très très propres à toute une partie de l'Ancien Testament, et c'est survolé en fait, on nous balance l'information comme ça. Si on a lu les livres, on est en mode oui, je sais ce qui va se passer. Si on n'a pas lu les livres, ça peut nous passer au-dessus de la tête super facilement. Et c'est super dommage parce que toute cette saison 2, en fait, elle est là pour installer cet aspect théologique qui va être très très important dans la saison 3. C'est mon radar agnosticisme qui a fait bip 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 au milieu de la saison. Mais effectivement, on retrouve quand même pas mal d'éléments de réflexion sur le libre arbitre, le péché originel, dans quelle mesure la découverte de la connaissance du bien et du mal nous sort d'une forme d'ignorance, mais aussi nous fait perdre une certaine innocence, et comment est-ce qu'on réussit à garder cet équilibre entre les deux pour exercer notre libre arbitre, justement, et quelle est cette guerre qui va se jouer derrière tout ça, et les personnages sont-ils réellement les protagonistes de l'histoire ou des idiots utiles de puissance qu'on n'a pas encore vus ? Enfin, il y a plein de choses comme ça que cette saison 2 essaye de mettre en place, mais vous l'avez dit, le découpage de l'action, enfin voilà, tout le monde s'appelle pas Peter Jackson, et les deux tours, c'est pas forcément le truc le plus facile à faire, et avoir un atelier rando avec des tas de persos qui marchent dans tous les sens. Faut faire attention à comment on découpe l'histoire, mais effectivement, cette saison 2 aurait peut-être gagné, à vous entendre,
à peut-être plus jouer la carte du symbolisme sur la mise en scène, quitte à moins exposer certains éléments, mais en tout cas les laisser à la compréhension du spectateur. Mais apparemment, la mise en scène est peut-être pas au niveau là-dessus. Chloé. Bah, tu vois, quand je parlais d'enjeux qui sont un petit peu inutiles, si vous avez vu la saison 1, vous l'avez très très bien compris, Will, il a un objectif, c'est retrouver son papa. Et sur toute la saison, tout ce qu'on va nous mettre sous les yeux, en fait, c'est Will et son papa, ils vont se retrouver, mais quand, mais comment, mais pourquoi. Ça va être un des gros enjeux de la saison, alors que dans les bouquins, bah s'ils doivent se rencontrer, c'est juste par hasard, en fait. Et donc, tout le temps, là, qui est passé sur les plans où ils ont des visions l'un de l'autre, et vas-y, qu'on communique et tout, on va finir par se retrouver, le pouvoir de l'amour, de la famille. Non, c'est pas important, en fait. Passer un peu plus de temps à exposer les véritables messages de la saga que Pullman voulait vous faire passer, plutôt que nous teaser en fait quelque chose qu'on sait qui va arriver. C'est inévitable en fait, ça se voit, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, on attend que ça et forcément on est déçu en arrivant à la fin de la saison. Peut-être qu'ils ont voulu ménager une lecture très ancrée dans une psychologie de personnage très premier degré, pour justement ne pas perdre les spectateurs qui seraient pas versés dans la dimension théologique de l'œuvre, mais malheureusement, à t'entendre, peut-être que Gabin, tu seras d'accord ou pas avec ça, j'ai l'impression que tout ce qui fait la substance de l'œuvre, ils se donnent pas la peine de le développer à fond parce qu'ils savent que les lecteurs du roman sont en train de regarder la série et savent déjà ce qui va se passer, et du coup on fait pas l'effort de créer la passerelle entre un spectateur non éveillé, non aguerri, et un public qui est peut-être plus connaisseur. Je suis tout à fait d'accord, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que la série ne fait qu'effleurer ce qu'est le Magisterium et le fait qu'ils essaient de dissimuler à tout prix l'existence d'autres mondes, puisque ça pourrait remettre en cause tout le savoir qu'ils cherchent à inculquer, ou du moins la doctrine qu'ils cherchent à imposer au peuple. C'est dommage parce que du coup la série se repose plutôt sur le ressenti de Will et Lyra envers leurs parents, donc Lyra envers sa mère Marissa Coulter, qui est toujours incarnée superbement par Ruth Wilson, vraiment je l'adore. La meilleure, hein. Petit amour, mais pas tellement dans la série. Mais Will pareil avec son père, et comme le dit Chloé, voilà, c'est ces retrouvailles qu'on attend mais qu'on n'attend plus, puisque ça semble tellement gros qu'on n'en attend plus rien. Et c'est ça en fait, pareil pour les sorcières, on sait qu'elles se font à moitié anéantir par le Magisterium, donc elles cherchent à se venger. Donc c'est plus dans l'affect, dans le ressenti des personnages qui cherchent à s'en sortir pour pas qu'on s'en prenne à eux ou à leurs proches. Et ce que je trouve aussi un peu étrange, c'est qu'on nous dépeint Asriel comme un méchant, du coup, par rapport à la fin de la saison 1 et par rapport à ce qu'il a fait. Et on arrive en fin de saison, et je ne comprends pas trop, parce que je l'avoue, je n'ai pas lu les livres non plus. Il est présenté comme le sauveur de l'humanité qui doit mener la guerre contre le Magisterium, et je trouve que la transition est hyper ardue. Déjà que James McAvoy est là pendant 10 secondes, du coup, il est littéralement juste là à la fin du dernier épisode, il fait coucou, il encaisse son chèque et puis il s'en va. Mais j'ai rien compris, parce que Asriel, c'est le méchant, Lara veut s'éloigner de lui, et d'un coup, il faut qu'on le rejoigne, il faut qu'on s'allie à lui pour mener une guerre contre le Magisterium, donc je n'ai rien compris. Effectivement, on va peut-être verser en zone spoiler à partir de maintenant, disons aborder peut-être ce qu'on peut attendre de la saison 3 avant de conclure. Asriel, donc James McAvoy nous fait Nick Fury sur la fin avec un stinger et une scène assez lourde de sens où ça name drop quasiment Platon, hein, voilà, si le message et le sens de la série vous avez échappé, en tout cas là c'est martelé, c'est gravé dans le marbre, n'est-ce pas? Chloé, pardon, tu voulais réagir là-dessus, cette conclusion un peu douce amère, et surtout qu'est-ce qu'on peut attendre pour la saison 3 à partir de là? Sur quelle base est-ce que ça pose? Oui, sur Asriel. En fait, Asriel, c'est pas le méchant. Asriel, c'est la menace. C'est ça, en fait, tout l'enjeu aussi de la saison 2. Les gens, ils ont peur parce que il est prêt à faire quelque chose qui va déranger l'ordre avec un gros O, et ils veulent pas que cet ordre soit dérangé. Donc Lyra, elle aussi, elle a un rôle à jouer là-dedans, mais autant ils savent que Asriel, ils vont pas pouvoir le contrôler, autant la fillette, ils peuvent essayer de l'attraper et de la contenir. Et c'est là tout leur objectif. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants qui sont introduits plus ou moins subtilement par rapport à la saison 3 et au tome 3. Après, je voulais revenir en fait à un court instant, quelque chose qui m'a frappé pour une série pareille, c'est à quel point en fait toute l'action peut être décousue et au bout d'un moment ça devient un dégueulis d'images, de plans totalement indigestes, alors que la psychologie des personnages elle est super bien menée. Tous les personnages en fait sont juste brillants, sont juste excellents, ils sont super fidèles au bouquin et c'est un cocktail super bizarre en fait. C'est pour ça que c'est mon flop de 2020, c'est la grosse déception parce que il y a beaucoup mais il manque aussi beaucoup. Et très honnêtement, vu comme ils l'ont introduit la saison 3, je sais pas comment ils vont réussir à la rattraper, même s'il y a 8 épisodes.
Ben déjà, on n'aura plus Lord Boreal, l'acteur le mieux casté de la série, je suis triste. Son date Tinder foireux avec Miss Coulter était peut-être le meilleur moment de la série, que voilà, c'est placé, désolé. Chloé, on comprend bien, t'es peut-être un peu mi-figue, mi-raisin pour la 3e saison. Gabin, qu'est-ce que tu en attends ? Eh bien moi j'attends déjà aussi de lire les livres entre aujourd'hui et le moment où on aura la saison, puisque je pense que j'aurai le temps, puisqu'ils avaient à tout prix voulu rusher les 2 premières pour éviter que les enfants acteurs ne grandissent trop, c'était la raison principale. Là en tout cas, comme je ne connais pas du tout les bouquins, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, et vu le foutoir qu'est la fin de saison, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est incroyable. Eh bien tu vas être surpris mon cher Gab. Oh. Surpris, ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous deux pour cette critique croisée de la saison 2 de His Dark Materials. On rappelle que la série est disponible sur OCS, qu'elle vient de se terminer. Saison 2 en 7 épisodes. La saison 3, on a une date ? Pas que je sache, elle vient d'être renouvelée pour une saison 3, la série. Une ultime saison, ouais. Voilà, mais il faut encore qu'ils s'occupent de faire le tournage. Enfin, on n'y est pas encore, hein. Très clairement, on n'y est pas. Bon, surtout compte tenu de la conjoncture actuelle, on leur souhaite bon courage. Ils se donnent déjà un épisode de plus pour boucler l'intrigue. Peut-être que cet épisode saura résoudre certaines questions de rythme. Dans tous les cas, voilà, vous pouvez retrouver déjà les 2 premières saisons sur OCS. Quant à nous, on vous souhaite une nouvelle fois une très très bonne année 2021. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques, pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter et sur Discord. Avez-vous vu la série ? L'attendez-vous ? La redoutez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour en discuter plus avant. On vous souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne année, je l'ai déjà dit, et à très bientôt. Ciao ! Des bisous, prenez soin de Salut. vous.